sommes le 8 septembre 1855. Il est midi pile. Le bruit tonitruant de l'artillerie cesse d'un coup et le son des clairons et des tambours lui emboîte le pas. Le 1er régiment de Zouaves et le 7e régiment d'infanterie surgit des tranchées françaises. En quelques minutes, le fort de Malakoff est pris et l'artillerie russe mise hors d'état de nuire. À midi 10, le drapeau tricolore flotte sur la tour du bastion. La colline de Malakoff est tombée et avec elle, la grande cité de Sébastopol qui résistait depuis presque un an aux assauts des coalisés. L'Empire russe vient de perdre la guerre de Crimée et avec elle, sa place de gendarme de l'Europe. Attendez, on est allé un peu vite, là non? Et si on reprenait tout depuis le début? Mais avant tout, laissez-moi vous parler d'un outil qui va bien vous plaire si, comme moi, vous aimez l'histoire. MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. MyHeritage, c'est le site que j'ai utilisé pour retracer mon histoire familiale et bâtir un immense arbre généalogique en seulement quelques heures, et que j'agrémente maintenant depuis plusieurs mois. C'est vraiment le meilleur choix parce qu'il a une interface simple qui permet de naviguer facilement dans sa base de données qui rassemble plus de 33 milliards de documents d'archives, une véritable mine d'or. Je vous ai plusieurs fois parlé de cet ancêtre en particulier, Charles Walter, qui s'était engagé dans la Légion étrangère en 1914 et mort à seulement 20 ans le 21 février 1916, le premier jour de la bataille de Verdun. Eh ben, sachez que le site m'a récemment trouvé son avis de décès militaire. Je sais maintenant qu'il a bien été tué à l'ennemi, après avoir servi comme soldat dans le 28e régiment d'infanterie, et qu'il a été enterré à Maucourt, dans la Somme, bien loin de son Alsace natale. Après, vous avez évidemment accès à tous les documents plus généraux, les actes de naissance et de décès, les recensements ou les registres de l'église catholique, pour retrouver vos ancêtres les moins récents, et qu'ils soient français ou étrangers. Comme ça, j'ai pu reconstituer en quelques soirées seulement et sans effort, un arbre généalogique vraiment énorme, qui regroupe plus de 300 personnes, et qui remonte jusqu'au XVIIe siècle. Et je pourrais encore aller plus loin. Ça fait maintenant plusieurs fois que je vous parle de MyHeritage, plus d'1 an que je l'utilise. Et malgré tout, il continue de me trouver énormément d'informations. J'en ai près de 800 à traiter au moment où j'enregistre. Et avec ça, j'ai aussi pu coloriser et réparer des anciennes photos familiales. Si vous voulez faire comme moi et essayer MyHeritage, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre le site avec 14 jours d'essai gratuits grâce à mon lien en description. Et quant à nous, il est temps d'en revenir à l'histoire russe. « 1796. L'impératrice Catherine II vient de s'éteindre. Pendant son long règne, l'Empire russe s'est largement étendu aux dépens des Turcs et de la Pologne, qui a disparu de la carte, partagée entre ses voisins. En 34 ans, la population de l'Empire est passée de 19 à 36 millions d'habitants. Il regroupe énormément d'ethnies très différentes, des Tatars, Turcs, Mongols, Finlandais, Lituaniens, tous les peuples sibériens, mais surtout une bonne partie de Slaves avec les Polonais à l'ouest, les petits Russiens qui parlent l'ukrainien au sud, les blancs Russiens qui parlent le biélorusse, et évidemment les Russes ou grands Russiens. Le budget de l'État, lui, est passé de 17 à 80 millions de roubles, alors que son armée est la plus grande du continent, du haut de ses près de 380 000 hommes. Bref, la Russie est devenue une grande puissance, sans laquelle il n'est plus possible de composer en Europe. Et justement, le continent est secoué par un séisme à la fin du règne de l'impératrice. La Révolution française provoque des troubles et des réactions jusqu'à Saint-Pétersbourg. Les guerres ne sont pas à attendre et ravagent bientôt l'Occident. La Russie reste, elle, à l'écart de ces conflits pour l'instant. Quand Catherine II meurt, ses armées sont plutôt engagées à l'Est, en Perse. Sa mort met un terme aux opérations, tandis que le pouvoir glisse pour une fois sans trouble entre les mains de son fils, Paul Ier. Le nouvel empereur veut que la Russie vive en paix. Il était opposé au partage de la Pologne et fait libérer les officiers polonais qui avaient été enfermés par sa mère. Il indemnise même ceux-ci en leur offrant 1 millier de serfs chacun. D'autres prisonniers ou exilés politiques sont également libérés ou libres de rentrer à la capitale, notamment ceux que Catherine II avait fait enfermer à cause de leur lien avec la franc-maçonnerie. Paul Ier, lui, est très proche de celle-ci. Il restreint aussi grandement les privilèges de la noblesse mis en place par sa mère, arrange un peu la condition paysanne en interdisant la vente aux enchères des serfs, ordonne le port exclusif du costume russe et fait porter l'uniforme prussien à l'armée. Le nouvel empereur, malgré ses désirs de paix, soutient les monarchistes français et déploie de grands efforts pour former une nouvelle coalition. Il s'allie même avec l'Empire ottoman, chose difficilement envisageable quelques années plus tôt. Et pour la première fois, une flotte russo-turque traverse le Bosphore pour déloger les Français des îles Ioniennes, tandis que les troupes russes luttent en Italie et en Suisse. Mais déçu par ses alliés, il finit par œuvrer à un rapprochement avec Bonaparte.
N'empêche que Paul Ier est avant tout un tyran, un autocrate en tout qui outrepasse toutes les lois et coutumes qui limitaient jusqu'ici un peu le pouvoir impérial. Ses réformes et ses abus lui attirent l'hostilité de la noblesse. On conspire contre lui, rêvant de le renverser au profit de son héritier, Alexandre, et on gagne pour ça le soutien des Anglais. Dans la nuit du 11 mars 1801, alors que les préparatifs d'une guerre contre la Grande-Bretagne vont bon train, les officiers de la garde font irruption dans la chambre de l'empereur et l'assassinent. Quelque temps plus tard, son fils, Alexandre, mis au courant du complot, se présente devant la garde comme nouvel empereur de toutes les Russies. Bientôt, le nouveau souverain offre le pardon à près de 12 000 personnes condamnées par son père, amnistie les Russes réfugiés à l'étranger, rétablit les privilèges de la noblesse, ouvre les frontières, supprime la police secrète et interdit la torture lors des interrogatoires. Il s'attaque aussi au problème du servage. Plutôt que d'abolir celui-ci, ce qui risquerait de crisper la noblesse, il fait plutôt passer une loi qui autorise aux paysans de détenir des biens, privilèges auparavant réservés aux nobles. En 1801, les propriétaires sont autorisés à vendre leur liberté aux paysans, mais la mesure n'aboutira qu'à la libération de 47 000 serfs pendant le règne d'Alexandre Ier. Le nouvel empereur encourage aussi la colonisation de la Nouvelle-Russie, ces terres prises aux Turcs et aux Tatars par Catherine II. Odessa devient un grand port commercial et la région une grande productrice de blé. Alexandre Ier se démarque aussi en ce début de règne par sa tolérance religieuse. Les vieux croyants cessent d'être persécutés et gagnent même le droit de construire leurs propres églises. Catholiques et protestants gagnent de larges privilèges, tandis que les juifs, nombreux dans l'Empire depuis l'annexion de la Pologne, connaissent une amélioration de leur situation, bien qu'ils souffrent toujours de plusieurs interdictions, avec, en premier lieu, celle de vivre à la campagne. Mais surtout, Alexandre Ier sait qu'il a hérité d'une puissance de premier plan. Il est convaincu qu'il doit intervenir dans les conflits européens pour garder sa place. Dès 1804, il envoie un diplomate à Londres pour y décider du destin du continent après la chute de Napoléon. L'ogre n'est même pas encore tombé qu'on s'imagine déjà pouvoir se partager ses restes. À Saint-Pétersbourg, on rêve d'une domination russo-anglaise sur l'Europe. Ça aboutit à la signature d'un traité en 1805, auquel l'Autriche se rallie rapidement. Cette nouvelle coalition ne fait pas de miracle. Les troupes autrichiennes sont piégées en Bavière et poussées à la capitulation, tandis que la bataille d'Austerlitz met un terme aux rêves russes. Le conflit reprend en 1806 alors que la Prusse se retourne contre la France, poussée en ce sens par le blocus de ses ports par les flottes britanniques et suédoises. L'Empire ottoman profite de la situation pour fermer ses détroits aux navires d'Alexandre Ier. Les Russes font alors irruption en Moldavie et en Valachie. Quoi qu'il en soit, les armées prussiennes sont écrasées en une semaine seulement à Iéna et à Auerstedt. Les Russes sont contraints à défendre la Pologne. Les batailles qui s'ensuivent sont particulièrement meurtrières pour les deux camps. Après des dizaines de milliers de morts et de blessés, la bataille décisive a lieu à Friedland et provoque la débandade des troupes russes. Alexandre accepte enfin de négocier alors que ses finances sont au plus bas et que Londres lui refuse un prêt. Les deux empereurs se rencontrent sur le fleuve Niemen. On y signe la paix et une alliance dans la foulée. Pourtant défaite, la Russie ne souffre d'aucune perte territoriale. Mieux, elle gagne la région de Bialystok sur la Prusse. Alexandre Ier sauve sa voisine, que les Français voulaient rayer de la carte, mais accepte la création d'un duché de Varsovie en Pologne et la cession à la France des îles Ioniennes, jusqu'ici sous protectorat russe. Et surtout, la Russie se rallie au blocus continental contre la Grande-Bretagne. Alexandre Ier est satisfait de ces accords qui reconnaissent la position centrale de son empire dans le concert diplomatique européen. Mieux, cette alliance ouvre de nouvelles opportunités ailleurs. Dès 1808, l'armée russe s'engage dans une guerre contre la Suède qui dure 1 an et demi et s'achève par la conquête de la Finlande. L'Empire russe y gagne 250 000 km² et 850 000 habitants. Les troupes russes poursuivent aussi le conflit engagé contre les Turcs en 1806 au sujet de la Moldavie et la Valachie. On cherche là également à soutenir les insurgés serbes qui sont en révolte ouverte contre Constantinople depuis plusieurs années. Il faut attendre 1812 pour qu'un traité soit signé entre les deux pays. La Russie y remporte la Moldavie orientale et la Bessarabie. Une autre guerre, enfin, accourt à l'est contre la Perse au sujet du Caucase. Celle-ci éclate dès la première année du règne d'Alexandre Ier au sujet du Tsarat de Géorgie et ne prend fin qu'en 1813 par l'annexion d'une bonne partie de la région. En parallèle de tout ça, la Russie n'intervient plus en Europe de l'Ouest. Mais elle s'inquiète de plus en plus de l'agrandissement du duché de Varsovie et des difficultés économiques auxquelles elle fait face à cause du blocus continental. On sait déjà la guerre inévitable entre les deux géants russes et français. En juin 1812, Napoléon lève la grande armée et franchit le Niémen sans déclaration de guerre.
600 000 Français, Prussiens, Autrichiens, Polonais et autres s'enfoncent en Russie. L'armée du tsar, bien moins nombreuse, recule en appliquant la tactique de la terre brûlée. Les locaux ne soutiennent pas les Français. Les campagnes de conscription russes connaissent un franc succès. Une première bataille se déroule à Borodino fin août 1812. Elle n'a rien de décisif. L'entrée de Napoléon dans une Moscou en flammes ne pousse pas plus le tsar à la reddition. S'ensuit une meurtrière retraite au travers de l'hiver russe. Alexandre Ier se fait alors le principal artisan d'une 6e coalition. L'étau se resserre inexorablement. Paris capitule le 31 mars 1814 et l'empereur abdique le 11 avril. Un bref retour de celui-ci en 1815 n'y changera rien. De toute cette histoire, la Russie gagne la majorité du Grand-Duché de Varsovie. Alexandre Ier devient le sauveur de l'Europe et tsar de Pologne. Pour assurer la paix en Europe et éviter de nouvelles révolutions, l'empereur invente la Sainte Alliance qui unit la Russie à la Prusse et l'Autriche. Mais cette politique extérieure se fait à grands frais. À la fin de sa vie, en 1825, la Russie d'Alexandre Ier entretient une armée de près d'1 million de soldats en temps de paix. L'empereur fait aussi l'expérience de réformes libérales pendant cette seconde moitié de règne. Il permet l'abolition du servage dans les provinces baltes à la demande des nobles locaux et offre une constitution et une diète à la Finlande et la Pologne, bien qu'il reste autocrate en Russie. Il a pendant tout son règne l'envie de mener de grandes réformes libérales, mais n'ose que rarement sauter le pas, par peur des réactions hostiles de la noblesse. Le système russe ne connaît donc pas de grandes révolutions pendant le règne d'Alexandre. Et quand il meurt en 1825, l'Empire fait face à une nouvelle crise de succession. Alexandre Ier meurt sans héritier. Le pouvoir devrait donc revenir à son frère cadet, le grand-duc Constantin. Mais celui-ci n'a pas envie de régner, et des doutes planent sur sa succession depuis qu'il a épousé une noble polonaise catholique, ce qui est inacceptable pour un tsar orthodoxe. Dès 1823, Constantin renonce au trône. Alexandre Ier désigne alors un autre de ses frères pour lui succéder, Nicolas. Lorsqu'il meurt, Nicolas prend donc la tête de l'État. Mais préférant suivre scrupuleusement la loi de succession, la garde refuse de le reconnaître et offre le trône à Constantin, qui le refuse dans la foulée avant de prêter serment à son petit frère. Les officiers de la garde ont alors d'autre choix que de reconnaître Nicolas empereur de toutes les Russies, du moins une partie d'entre eux. D'autres unités entrent en révolte et occupent la place du Sénat. Elles sont plus tard matées par l'artillerie. Les meneurs sont exécutés et les autres conjurés envoyés au bagne en Sibérie ou mourir à la guerre comme simples soldats. Ces officiers cultivés et leurs hommes se battaient pour instaurer une république ou une monarchie constitutionnelle. Ils prônaient la fin de l'esclavage pour la paysannerie. L'opinion publique ne pardonnera jamais à Nicolas Ier la répression cruelle des conjurés. Ils deviennent des martyrs dont la réputation ne fera que croître, tandis que les idées libérales toucheront de plus en plus en profondeur la société russe. Le nouvel empereur règne en autocrate dans une dimension encore jamais vue. Il prend lui-même la tête de toutes les affaires de l'État. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se repose sur aucun favori. Pour l'appuyer, il crée la chancellerie personnelle de Sa Majesté, divisée en plusieurs sections. La première l'aide à gouverner, en préparant les documents à son intention et en veillant à ce que ses ordres soient exécutés. La deuxième compile les lois de l'Empire pour en tirer un code plus lisible. La troisième est formée par une police secrète qui doit surveiller les intellectuels russes et les étrangers. Et une cinquième, enfin, se penche sur la question de l'abolition du servage, qui est voulu par l'empereur, mais qui ne sera pas appliqué pendant son règne, car jugé impossible. Cette administration est soutenue par un développement rapide de la bureaucratie. Le nombre de fonctionnaires quadruple entre 1800 et 1856, en s'approchant de la centaine de milliers. Ils ont une mauvaise réputation, entre autres parce que plus de la moitié des postes de hauts fonctionnaires sont occupés par des Allemands, alors même qu'ils représentent moins d'1% de la population. On les juge souvent plus efficaces, mieux formés et plus fidèles. Nicolas Ier dit lui-même « Les Russes servent la Russie, les Allemands me servent moi ». L'empereur impose aussi une nouvelle idéologie officielle qu'on pourrait synthétiser en 3 mots. Orthodoxie, autocratie et caractère national. C'est une idéologie conservatrice qui remet au centre les valeurs nationales et la religion, ce qui est une rupture avec le despotisme éclairé des Lumières porté par les tsars depuis Catherine II. Celle-ci est appliquée dans l'enseignement secondaire et à l'université. On supprime des matières comme l'économie politique ou la statistique et les remplace par de l'histoire sainte ou de la théologie. Les cours universitaires sont désormais soumis à la censure et le nombre d'étudiants doit être plafonné à 1800 pour tout l'Empire. L'intelligentsia russe développe de son côté 2 courants intellectuels opposés.
Les slavophiles placent au centre de leur réflexion la Russie et sa place dans l'histoire du monde. Ils sont foncièrement patriotes et très critiques envers l'Occident et ce qu'il représente, comme le catholicisme, le parlementarisme et le capitalisme. Pour eux, la Russie doit libérer les peuples slaves et sauver le monde de la révolution. Au contraire, les occidentalistes tirent leurs idées de l'Europe de l'Ouest et de ses grands penseurs comme Hegel, Saint-Simon, Proudhon puis Marx. Ils sont acquis aux idées libérales et socialistes. Pour eux aussi, la Russie tient une place unique dans l'histoire de l'Europe, mais parce qu'elle doit apporter la révolution au monde. Ces courants idéologiques en accompagnent un autre venu d'Allemagne, le nationalisme, qui touche bien sûr les élites des peuples soumis aux Russes, comme les Polonais et les Finlandais, mais aussi les élites des peuples slaves de l'Est, dont la langue et l'histoire diffèrent de celles des Russes, comme les Ukrainiens et les Biélorusses, qui commencent à théoriser leur droit à la souveraineté. Le règne de Nicolas Ier est alors marqué par une lutte constante contre la révolution et le nationalisme, autant à l'intérieur de l'Empire qu'à l'extérieur. Mais le règne commence dès 1826 par une guerre contre la Perse, qui profite des troupes de succession pour engager 2 campagnes successives dans le Caucase. Elles aboutissent sur 2 échecs. La Russie y gagne les Rana de Nakhichevan et d'Erivan. En parallèle, les troupes russes luttent contre les locaux tchétchènes et autres pour mettre la main sur les montagnes caucasiennes. Cette guerre périphérique durera pendant tout le règne de Nicolas Ier. On s'attelle ensuite à régler la question d'Orient. D'abord, on profite des troubles internes que connaît la Turquie pour la forcer à signer la convention d'Akerman en 1826. Avec celle-ci, les troupes turques doivent évacuer la Moldavie et la Valachie et offrir une autonomie élargie à la Serbie. Puis, en 1827, on passe un traité avec la France et la Grande-Bretagne pour soutenir les Grecs qui sont en révolte contre le sultan depuis 6 ans. Mais, comme la Turquie refuse de céder, on coule sa flotte dans la baie de Navarin. Après cette bataille, le sultan dénonce la convention d'Akerman et déclare la guerre à la Russie. En 1 an seulement, les troupes de Nicolas Ier occupent le Caucase turc à l'est et poussent jusqu'à Andrinople à l'ouest. Avec la médiation forcée de la France et de la Grande-Bretagne, on signe en 1829 le traité d'Andrinople, qui permet aux Russes de mettre la main sur le delta du Danube, le littoral de la mer Noire et le Caucase ottoman. Les droits à l'autonomie moldave, valaque et serbe sont aussi réassurés. C'est alors que le spectre de la révolution refait surface. En 1830, après Paris et Bruxelles, c'est Varsovie qui se soulève suite à l'augmentation du prix du pain, de la bière et de la vodka. La révolte s'étend bientôt à toute la Pologne et dégénère en véritable guerre civile. Les Polonais remportent plusieurs victoires contre l'armée russe. À Grodcho, en février 1831, 40 000 Polonais tiennent tête à 60 000 Russes. Il faut attendre septembre pour que Varsovie finisse par retomber entre les mains du tsar. Le royaume de Pologne est alors démantelé et directement intégré à l'Empire russe. On règle finalement la question d'Orient pacifiquement en 1833. Nicolas Ier tisse une alliance avec le sultan ottoman. En échange de la protection des troupes russes contre l'Égypte, les Turcs promettent de fermer les détroits du Bosphore aux navires ennemis du tsar. Dès lors, la Russie ne souffre plus d'aucune menace, d'autant qu'elle s'est aussi rapprochée de la Prusse et de l'Autriche. L'armée russe compte alors plus de 800 000 hommes. C'est 6 fois plus que la Grande-Bretagne et la Prusse, 3 fois plus que la France et l'Autriche. La Russie est un géant militaire, mais elle reste un nain économique, ce qui va peu à peu la freiner dans la modernisation de son armée. Lorsqu'éclate le printemps des peuples en 1848, après une 3e révolution à Paris, le tsar s'engage pour défendre ses alliés voisins contre l'esprit révolutionnaire. Si, comme il le dit lui-même, pas une goutte de sang ne sera versée pour ces misérables Français, il envoie ses troupes dans ses provinces orientales pour calmer l'agitation qui commence à se faire sentir chez les Polonais, les Ukrainiens, les Biélorusses et les peuples baltes. Puis, en mai 1849, 150 000 soldats russes entrent en Hongrie pour y mater les révolutionnaires et sauver l'Empire d'Autriche. Mais le conflit le plus marquant du règne de Nicolas Ier, c'est celui qu'il déclare en 1853 lorsque ses armées pénètrent dans les principautés danubiennes et que sa flotte anéantit les navires turcs dans la baie de Sinop. Pour légitimer cette guerre, il avance le refus du sultan de lui reconnaître une suzeraineté sur les peuples orthodoxes de l'Empire ottoman. En réalité, l'objectif est de chasser ceux-ci des Balkans et de s'emparer de Tsargrad, Constantinople. Or, le tsar comptait sur le soutien autrichien dans sa manœuvre, il n'en reçoit aucun. Pire, celle-ci se révèle hostile aux ambitions russes, ce qui pousse ses troupes à évacuer la Moldavie, tandis que la France et la Grande-Bretagne envoient une escadre soutenir le sultan en mer Noire. Les ports russes sont bombardés en mer Noire, dans la Baltique et le Pacifique, avant que l'armée coalisée franco-anglo-turque ne débarque en Crimée avec comme objectif de s'emparer de Sébastopol, bientôt rejointe par les soldats italiens du Piémont. Les troupes russes sont nombreuses mais mal équipées et mal formées. Leur tactique a un grand retard sur celle des Occidentaux. Elles sont incapables de s'imposer. Apprenant de jour en jour les nouvelles des défaites,
Nicolas attrape la grippe et s'éteint soudainement le 2 mars 1855, laissant à son fils la lourde tâche d'assumer la seule défaite de son règne. Après avoir accédé au pouvoir, le nouvel empereur Alexandre II poursuit la guerre pendant quelques temps. Ce n'est qu'en 1856 qu'il s'assoit à la table des négociations et signe le traité de Paris. Avec celui-ci, il cède le delta du Danube aux Turcs et une partie de la Bessarabie à la Moldavie. Accepte de placer celle-ci ainsi que la Valachie et les Critères d'Orient sous protectorat international et neutralise la mer Noire et les détroits. Le couronnement du nouveau souverain s'accompagne de l'amnistie de 9000 personnes et permet le retour au pays des révolutionnaires de 1825, tandis que la censure de la presse et des livres et le contrôle des universités sont assouplis. Si Nicolas Ier n'avait fait qu'ajuster ce qui devait l'être, Alexandre II, lui, s'apprête à mener de grandes réformes libérales afin de pallier le retard évident dont son empire souffre face à l'Occident. Le servage est aboli en 1861. Les anciens serfs deviennent des sujets ruraux libres de disposer d'eux-mêmes et de leurs biens. Les propriétaires terriens perdent le droit de les punir, de les déplacer et de les vendre. Les paysans sont organisés en communes au sein desquelles sont partagées les terres et le poids des impôts. Les décisions y sont prises démocratiquement. La liberté est collective, pas individuelle, ce qui colle assez bien avec le fonctionnement traditionnel des communautés villageoises russes. Toutefois, les serfs récupèrent en général des terres plus réduites que celles qu'ils cultivaient à la base, et ils doivent en plus payer pour celles-ci. Pour contenter les familles fortunées, l'empereur étouffe les paysans et les nobles les moins aisés, c'est-à-dire près de la moitié d'entre eux. Des révoltes éclatent bientôt en province et dans les villes, elles sont réprimées dans le sang. Une nouvelle révolte générale embrase la Pologne en 1863, il faut 1 an pour mater celle-ci. L'année suivante, on réforme la justice. Tous sont désormais égaux face à celle-ci, tandis qu'on instaure des jurys populaires et qu'on officialise la profession d'avocat. Toutefois, un attentat au pistolet contre l'empereur en 1866 pousse celui-ci à freiner les réformes libérales. On resserre la vis dans l'enseignement secondaire et à l'université. On limite beaucoup l'usage de l'ukrainien dans la presse et la littérature et celui du polonais à l'université. On produit enfin une loi sur le service militaire en 1874 qui établit la conscription pour tous les sujets de l'Empire âgés de 20 ans. La durée de ce service dépend du niveau d'instruction. 6 ans si on n'est pas éduqué, 4 ans si on a été à l'école primaire et 6 mois si on a un diplôme universitaire. C'est donc sur la paysannerie que repose principalement le poids de cette réforme. Le poids de la guerre de Crimée, quant à lui, se fait ressentir sur la diplomatie russe. Alexandre II abandonne le rôle de gendarme de l'Europe dont s'était paré son père. Il évite de trop s'immiscer dans les affaires de ses voisins. Il n'intervient pas quand la Prusse et l'Autriche entrent en guerre en 66, ni quand la Prusse et la France s'affrontent en 70. En 1872, il s'engage dans l'alliance des 3 empereurs avec la Prusse et l'Autriche. Imaginée par Bismarck, elle vise avant tout à interdire toute possibilité de vengeance à la France. Malgré ce relatif retrait, Alexandre II est contraint d'intervenir dans les Balkans en 1877, alors que les Bulgares, en révolte contre l'Empire ottoman, subissent de grands revers. Les troupes arrivent aux portes de Constantinople l'année suivante. La médiation des Britanniques et des Autrichiens freine les intérêts russes. Le congrès de Berlin de 1878 ne donne naissance qu'à une petite Bulgarie, mais permet aux Russes de récupérer la partie perdue auparavant de la Bessarabie, ainsi que Kars et Batoumi à l'est. Les Balkans sont particulièrement divisés par ce réarrangement. Le Congrès sème les graines de instabilité chronique qui caractérisent la région. La Russie connaît de plus grands succès en Orient. L'imam Shamil, qui dirigeait les Tchétchènes et autres résistants caucasiens, est capturé en 1859. La région est pacifiée quelques années plus tard. De l'autre côté de la Sibérie, on profite de l'affaiblissement de la Chine pour récupérer la rive gauche de l'Amour en 1858 et une bonne moitié de la Mandchourie en 1860. Là, on fonde Vladivostok, tandis qu'on obtient du Japon le sud de l'île de Sakhaline en 1975, en échange des îles Kouriles. Mais les avancées les plus impressionnantes sont réalisées en Asie centrale. Les Rana, qui ne reconnaissaient que symboliquement la suzeraineté russe, tombent les uns après les autres. Tashkent est prise en 1865, Khiva et Bukhara en 73, le Kokand annexé en 76 et Ashkabad en 81. La Grande-Bretagne en vient à s'inquiéter de ces avancées russes qui pourraient menacer l'Inde. L'hostilité entre les deux empires croît de plus en plus. Enfin, l'Alaska est vendu aux États-Unis pour 7,2 milliards de dollars en 67. La Russie avait besoin de liquidités et trouve là un bon moyen d'éviter la conquête de ce territoire par les Britanniques.
Surtout, le règne d'Alexandre II est à l'origine d'une polarisation de l'intelligentsia de plus en plus marquée entre conservateurs et progressistes. Celle-ci apparaît au début des années 1860, alors qu'une profonde déception se fait ressentir à propos de l'abolition du servage, qui apparaît comme une vaste escroquerie. Non seulement le paysan ne recevait que la moitié de la terre qu'il avait cultivée, mais en plus, il devait verser une contribution pour qu'elle lui appartienne définitivement. Poussée par les progrès scientifiques, la nouvelle génération de gauche devient foncièrement révolutionnaire. On veut soulever les masses paysannes et renverser l'État et l'Église, vus comme des institutions archaïques vouées à disparaître. Ce mouvement finit par se scinder en plusieurs doctrines. L'une d'entre elles, minoritaire, prône le terrorisme et enchaîne les assassinats politiques pendant tout le règne d'Alexandre II. L'État réagit en limitant les libertés de tous les Russes, alors même qu'en 1880, au moment où le risque terroriste est le plus haut, la police fait état de moins de 1000 crimes politiques pour une population de près de 100 millions d'habitants, tout en sachant que la définition de crime politique est plus qu'élargie en Russie. Cette surréaction à un courant plus que minoritaire finit par faire pencher l'opinion publique vers la gauche. L'homme de la rue choisit le plus souvent de soutenir la jeunesse idéaliste plutôt que l'État tout-puissant, ce qui transparaît régulièrement dans les avis des jurés populaires au tribunal, qui acquittent souvent les jeunes radicaux, même lorsqu'ils sont coupables d'attentats. Les conservateurs, eux, qui se construisent en opposition aux radicaux de gauche, s'opposent à toute évolution libérale de la vie publique. Ils rêvent d'un pouvoir fort sans parlement et sans centralisation. Ils trouvent leur modèle dans l'ancienne Moscovie. Ces conservateurs en viennent à soutenir inconditionnellement le régime impérial. Avec le temps, ils virent de plus en plus vers la xénophobie et l'antisémitisme. En opposition aux révolutionnaires, naissent en Russie les germes d'un état policier. Dès 1878, il devient possible aux gendarmes de détenir ou d'exiler une personne à partir d'une simple suspicion. Un individu pouvait être considéré comme criminel sans aucune preuve et sur le seul doute de sa culpabilité. En 1879, on instaure dans plusieurs grandes villes des gouverneurs généraux provisoires qui peuvent déférer devant des cours martiales et exiler administrativement toute personne suspectée d'en vouloir à l'État ou qui risquerait de troubler l'ordre public. La Russie tsariste introduit à ce moment le prototype des polices politiques du XXe siècle. Cette base sera reprise par les soviétiques quelques décennies plus tard. Tout cet organe de répression se révèle au final plutôt inefficace pour lutter contre le terrorisme politique, pourtant porté par un nombre très réduit d'individus. Si bien qu'après avoir échappé souvent par chance à plusieurs tentatives, l'empereur Alexandre II est mortellement blessé par un attentat à la bombe le 1er mars 1881. Comme souvent, le nouvel empereur arrive au pouvoir du jour au lendemain après un événement inattendu sans s'y être préparé. Et comme souvent, il cherche à défaire ce qui a été entrepris par son prédécesseur. Alexandre III, en l'occurrence, refuse de poursuivre la voie du libéralisme et fait marche arrière sur plusieurs réformes entreprises par son père, à l'exception de celle sur le servage, évidemment. Dès 1881, il renforce cette ébauche d'état policier en soumettant les tribunaux à l'administration et crée des services spéciaux de maintien de l'ordre. Cette nouvelle police politique prend le nom d'Okhrana et obtient des pouvoirs plus qu'élargis. Ce décret devait être provisoire, mais il sera sans cesse renouvelé jusqu'à la chute du régime impérial, et repris par les soviétiques plus tard. Alexeï Lopoukhin, chef du département de police entre 1902 et 1905, écrit une fois la retraite que le décret du 14 août 1881 avait mis toute la population de Russie sous le joug des fonctionnaires de la police politique. La mise en place de ce proto-état policier est une tentative de la couronne de reprendre le contrôle de la société, mais c'est la bureaucratie et la police qui en tirent les vrais bénéfices. Désormais, le souverain n'est autocrate que par le bon vouloir de ses institutions. Le journaliste états-unien George Kennan, qui voyage longtemps en Russie, écrit en 1888 « La police et le ministère de l'Intérieur à sa tête contrôlent grâce au passeport les mouvements de tous les habitants de l'Empire. Elle surveille en permanence des milliers de suspects. Elle vérifie et certifie aux tribunaux les possibilités de faillite. Elle organise des enchères d'objets invendus au mont-de-piété. Elle certifie l'identité de pensionnaires et de toute personne qui en ont besoin. Elle supervise la réparation de routes et de ponts. Elle surveille les représentations théâtrales, les concerts, les tableaux, les programmes des théâtres, les affiches et les publicités de rue. Elle collecte les statistiques, applique les règlements sanitaires et fait appliquer le respect de milliers d'ordres et règlements en tout genre, destinés à promouvoir le bien-être du peuple ou assurer la sûreté de l'État. La législation concernant les fonctions de la police représente plus de 5000 sections dans le Svodzakonov, ou corps des lois russes, et il n'est pas exagéré de dire que dans les villages, loin des centres d'éducation et de civilisation, la police représente le régulateur omniprésent et omnipotent de toute la vie humaine.
une sorte de substitut bureaucratique incompétent de la divine providence. La police devient omniprésente et brutale, mais elle reste terriblement inefficace. Pendant tout le règne d'Alexandre III, elle ne détient et n'interroge que 4000 personnes pour crimes politiques, ce qui est évidemment un chiffre dérisoire par rapport à la taille de l'Empire et le nombre d'opposants de tous bords qu'on y trouve. Surtout, l'État pousse lui-même la société à se radicaliser. Il ne fait aucune différence entre les différentes formes d'opposition, conservatisme, nationalisme, libéralisme, démocratisme, socialisme et anarchisme. Les sujets qui ont des choses à reprocher au gouvernement, comme les étudiants et les ouvriers, sont poussés à se radicaliser et à adhérer aux voies révolutionnaires, alors même que rien ne les rapproche. L'État impérial réalise l'impossible, l'union politique de toute l'opinion publique contre lui, de la gauche socialiste révolutionnaire jusqu'à la droite slavophile. Sous Alexandre III aussi, le capitalisme se développe enfin vraiment en Russie. Il est très mal accueilli par toutes les tranches de la population, mais il apporte au pays une véritable croissance économique, tandis que les mesures des différents ministres des Finances, droits de douane et monopole sur la vodka, lui offrent un budget positif. La Russie connaît une balance commerciale clairement positive, mais elle repose en énorme majorité sur l'exportation de biens agricoles. Ils en représentent près de 78% en 1897. L'industrie se développe malgré tout. En 1914, la Russie sera la 4e puissance industrielle et la 6e puissance commerciale. Le règne de l'empereur est aussi marqué par son nationalisme et celui de ses ministres. On méprise les peuples non russes de l'Empire, et ils sont nombreux. On est même méfiant envers les Ukrainiens. Mais les deux peuples qu'on hait le plus, ce sont les Polonais et les Juifs. Les premiers en tant que nation pour le désordre qu'ils provoquent et leur hostilité envers l'Empire, et les seconds principalement pour des raisons religieuses. L'antisémitisme russe ne se part pas de théories raciales comme en Occident. De nombreuses mesures sont prises à l'encontre de ces derniers pendant le règne d'Alexandre III. Les lois anti-juives forment un volume de près de 1000 pages. Ces persécutions provoquent la fuite de beaucoup d'entre eux. Entre 50 et 60 000 personnes partent chaque année, et en 1892, après l'expulsion des juifs artisans de Moscou, le chiffre des départs atteint 137 000 personnes. Le dernier grand point de ce règne, enfin, c'est le rapprochement franco-russe. Celui-ci est encouragé par l'énorme empire allemand apparu à la frontière russe après 70, et le fait qu'aucun autre pays que la France ne cherche vraiment de rapprochement avec Saint-Pétersbourg à ce moment. En août 1891, les deux pays signent un premier accord confidentiel, qui se transforme en alliance militaire l'année suivante. On confirme enfin cette entente cordiale avec un dernier traité en 1894. D'un coup, la France et la Russie sortent ensemble de leur isolement respectif. Or, c'est aussi en 1894 qu'Alexandre III meurt prématurément, à seulement 49 ans. Le nouvel empereur marche sur les pas de son père. Pour une fois, il poursuit dans la voie du conservatisme, et surtout, il refuse en tout point de porter atteinte à son statut d'autocrate. Il exècre les idées libérales et les constitutions. Il profite aussi des avancées faites pendant le règne de son prédécesseur. Le système financier est plus stable que jamais et encourage le développement de l'industrie. L'industrie lourde et les chantiers navals poussent à Saint-Pétersbourg, tandis que l'industrie textile se porte très bien à Moscou et Vladimir. Il poursuit aussi sur la voie du nationalisme russe et de l'antisémitisme. Des lois en ce sens continuent d'être promulguées, tandis que les tentatives de russification de la Finlande provoquent des troubles dans cette région pourtant si calme à l'origine. Les ministres de Nicolas II le mettent en garde contre le danger de créer là une seconde Pologne. Sur tout ça, Sergueï Vite, principal ministre des Finances de l'empereur et de son père, écrit « Nous n'avons pas encore pris conscience de ce que, depuis le temps de Pierre le Grand et de Catherine la Grande, il n'y a pas la Russie, mais l'Empire russe. Quand des étrangers forment près de 35% de la population et que les Russes se divisent en grands Russes, petits Russes et Biélorusses, il est impossible au 19e et 20e siècle de mener une politique qui ignore ce fait d'une importance historique capitale, qui ignore les particularités des autres nationalités entrant dans la composition de l'Empire russe, leur religion, leur langue, etc. La devise d'un tel empire ne saurait être « Je ferai de tous des Russes ». Après les non-russes, les deuxièmes plus grandes victimes du régime de Nicolas II sont les paysans, ce qui pose problème dans un empire majoritairement agricole. Les répressions auxquelles ils font face radicalisent la société, les assassinats politiques reprennent de plus belle. En revanche, il y a bien un point sur lequel Nicolas II s'oppose à son père, le pacifisme. Alexandre III l'était résolument. Il avait été choqué par la guerre en combattant contre les Turcs lorsqu'il était jeune, et se refusait à faire subir ça à son peuple. Son fils, lui, a moins de scrupules, et peut-être plus de rêves de grandeur. Lorsqu'il arrive au pouvoir, on cherche une petite guerre pour souder le peuple autour du tsar,
et on arrive à la conclusion que le plus simple serait de s'en prendre au Japon. À partir de la guerre sino-japonaise de 1894 et de l'arrivée de ces derniers sur le continent, s'ouvre une décennie de tensions entre les deux pays qui se cristallise autour de la Mandchourie, occupée par les Russes depuis 1900. Les Japonais aussi veulent la guerre, sûrement même plus que les Russes qui, avec les années, préféreraient finalement l'éviter. Mais c'est trop tard. Après plusieurs réclamations de Tokyo laissées sans réponse par Saint-Pétersbourg, la flotte russe est attaquée par surprise à Port Arthur dans la nuit du 26 au 27 janvier 1904. Les nouvelles des défaites se multiplient. Sur terre comme sur mer, la Russie, qui est mal préparée et a gravement sous-estimé l'ennemi, est incapable de s'imposer. Nicolas II, qui n'a pas envie de saigner plus que ça son empire dans une guerre en Orient, accepte d'engager des pourparlers. La paix est signée en août 1905. La Russie y perd son influence en Chine et en Corée, Port Arthur, le sud de Sakhaline, ainsi qu'une partie de ses voies ferrées en Mandchourie. Les défaites servent de détonateur aux troubles qui secouent déjà l'Empire. Le 9 janvier 1905, les ouvriers de Saint-Pétersbourg manifestent pour une augmentation de salaire et la journée de travail de 8 heures. La police tire sur ces manifestants pacifiques. En ville, les grèves se multiplient. Et en campagne, de plus en plus de paysans se révoltent et incendient les propriétés des nobles. L'opinion publique vire rapidement à gauche. Les marches de l'Empire s'embrasent et sont vite en état de siège. La grève générale est proclamée en octobre, et enfin, l'insurrection armée en décembre. Après de nombreuses concessions qui lui arrachent le cœur, Nicolas II signe les lois fondamentales de l'État le 27 avril 1906. L'Empire se dote d'une constitution. Ces lois soulignent que le pouvoir autocratique suprême reste entre les mains de l'empereur, mais reconnaissent aussi qu'aucune loi ne peut entrer en vigueur sans l'approbation du Conseil d'État, qui gagne là plus ou moins le rôle d'un Sénat, et celle de la Douma, l'assemblée représentative créée quelques mois plus tôt. L'Empire est alors dans une tornade sanglante. Les révolutionnaires qui optent pour la voie du terrorisme tuent plusieurs milliers de personnes. L'État répond en mettant en place des tribunaux exceptionnels qui condamnent à mort plusieurs autres milliers d'individus. Et pour couronner le tout, le terrorisme de droite se développe aussi et organise des pogroms ou des assassinats politiques à l'encontre de députés de la Douma. L'opinion publique n'en salue pas moins la révolution. Les terroristes sont vus comme des braves, des héros, leur sacrifice comme une nécessité pour accéder à un avenir meilleur. Nicolas II brave rapidement sa propre constitution en dissolvant la première Douma jugée trop à gauche. La seconde vague d'élus l'est encore plus. Il faut dissoudre celle-ci une seconde fois et modifier les lois électorales pour enfin obtenir une majorité pour les partis de droite, ce qui convient bien mieux à l'empereur et ses ministres. Pour autant, la Douma ne collabore pas aveuglément avec ceci. La révolution toutefois est éteinte dès 1907, et sous l'impulsion d'un nouveau président du Conseil, Piotr Stolypine, la Russie reprend la voie des réformes. Après la mise en place de plusieurs lois et décrets, la propriété privée commence à se diffuser dans les campagnes. Les paysans gagnent le droit de quitter leur communauté pour s'installer seuls. 3,5 millions d'entre eux abandonnent leur village pour s'installer au-delà de l'Oural, là où les terres inexploitées sont abondantes. Stolypine cherche à renforcer la monarchie constitutionnelle, fonder un véritable état de droit en Russie. Il veut garantir les droits des citoyens, réformer la police, donner plus de droits aux assemblées provinciales, créer un ministère de la sécurité sociale, de la santé et du travail. Mais il n'est pas tsar. Il se heurte à l'hostilité de Nicolas II, qui préfère prêter son oreille à un charlatan débauché, Grigori Raspoutine. Stolypine finit par être écarté puis assassiné en 1911. Raspoutine, lui, gagnera peu à peu une influence incroyable. À partir de 1914, il fera et défera les ministres. Sa simple existence discrédite la famille impériale. Il deviendra l'une des causes majeures de la chute des tsars. En parallèle, on sent en Europe que la guerre vient, quand bien même personne ne veut la faire. Surtout, la Russie n'est pas prête et elle le sait. Stolypine disait lui-même en 1908 « De quelle guerre peut-il être question alors que nous ne sommes parvenus à l'intérieur qu'à un apaisement superficiel, que nous n'avons pas encore formé de nouvelles armées, que nous ne disposons pas même de nouveaux fusils ?» Pourtant, en 1914, quand l'archiduc d'Autriche est assassiné à Sarajevo et que les troupes autrichiennes s'apprêtent à entrer en Serbie, la Russie juge inacceptable de ne pas défendre ses frères slaves. L'Autriche-Hongrie, l'Allemagne puis l'Empire ottoman font face à la Russie, la France et le Royaume-Uni. À Petrograd, on espère s'emparer de Tsargrad, Constantinople, grâce à ce conflit. Il n'en sera rien. Après quelques succès, l'armée recule en Pologne et subit des pertes immenses. En 1915, celle-ci dépasse les 2,5 millions d'hommes. Les Allemands aussi subissent là d'énormes pertes. Pire, ils découvrent l'état catastrophique des campagnes polonaises, l'absence de routes. On comprend dès lors qu'il n'y aura pas de victoire rapide par ici. Le front se stabilise en 1916. On fait même de bonnes avancées contre les Turcs au sud. En revanche, l'ombre de 1905 refait surface. La famille impériale et l'État sont complètement discrédités alors que les ministres vont et viennent. La Douma s'agite. Raspoutine est assassiné. Nicolas II, surtout, est un bien mauvais tsar, trop influençable, incapable de prendre les mesures qui doivent l'être.
En février 1917, à Petrograd, un mouvement révolutionnaire s'enclenche spontanément. Les organes révolutionnaires traditionnels sont eux-mêmes pris au dépourvu. Les grèves et les émeutes s'intensifient. La garnison est incapable de contenir celle-ci. Le 1er mars, la Douma forme un gouvernement provisoire. Le lendemain, elle demande à l'empereur d'abdiquer. Nicolas dépose la couronne le 2 mars. Il laisse le pouvoir entre les mains de son frère, qui la refuse. Le régime tsariste vient de s'effondrer en quelques semaines. La Russie devient une république. Un peu plus d'1 an plus tard, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, Nicolas II, ses enfants et son épouse sont exécutés sans procès sur ordre de Lénine. C'en est terminé de l'Empire russe. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que vous avez un lien en description pour tester MyHeritage gratuitement. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour finir cette série sur la Russie avec un épisode sur la guerre civile. Entre temps, je vous annoncerai aussi le plus gros projet de ma vie. Et plus tard, on reviendra ensemble sur l'histoire des Arméniens et des Polonais. Bref, d'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode d'Histoire.